La Oubi Diamantaire. Je suis Kugarukan Soloma Sankofa et je suis la plume d'or. J'ai dit, oh, vous là, qu'est-ce que vous me voulez? Vous n'allez pas faire mon affaire va mousser? Vous êtes quel genre d'abonnés? Vous n'allez pas faire mon truc va faire, je vais faire la Starmania? C'est comment? 35 abonnés? Non, vous abusez. Partagez mes vidéos. Faites l'affaire, va prendre de l'ampleur. Voilà, je vais avoir la lumière sur ma chaîne YouTube. Je veux ça. Donc partagez, arrêtez de faire le mauvais cœur. Ça va pas, vous n'allez pas aller quelque part avec ça. Faites que la lumière que je suis transparaisse dans l'humanité. Tout entière, dans le cosmos. Donc, partagez les vidéos là. Aimez, commentez, partagez bien même. Arrêtez ça. Ah, vous avez compris? Arrêtez. Et puis aussi, allez-y lire ce que j'écris. C'est comment on ne peut pas vous asseoir, on ne peut pas regarder. Vous êtes même, je ne sais même pas quel genre d'abonné vous êtes même. Le genre d'abonné, tout ce que je fais, vous regardez, jusqu'à même mettre j'aime, vous ne mettez pas. Commentez, mais vous êtes là. À chaque fois que je publie quelque chose, vous êtes dessus. Mais pour partager, pour aimer, pour commenter, pour me dire que c'est bien, vous n'êtes pas prêt à me dire ça. Je vous vois, hein, je vous connais parce que je ne vous vois pas. Je vous vois, je vous connais. Je vous connais très bien. Bon, soit dit en passant, je tenais aussi à remercier ceux qui m'encouragent et ceux qui aiment ce que je fais. Justement, ceux qui aiment, ceux que vous dites qui aimez ce que je fais là. Vous aussi là, prenez votre cœur, partagez, ouvrez le cœur, ouvrez les voix, mettez ça, donnez ça. Oh, surtout cette vidéo même qui est une vidéo très intéressante là, partagez ça même jusqu'à... Voilà. Voilà, faites, je vais avoir beaucoup de visibilité. Je dis la vérité, c'est ce que je veux. Donc je travaille pour ça. Bon, pour celles et ceux qui me découvrent la toute première fois, allez-y en barre de description, il y a mon site internet, il y a tous mes écrits, vous allez vous imprégner de tout mon univers cosmique. Allez sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, j'allais répéter encore la même chose, TikTok. Donc voilà. Alors, comme vous le savez, toutes mes créations littéraires, orales et artistiques me sont grandement inspirées par le cosmos et par la déesse mère Aïssata Setkemeriamen. Et aujourd'hui, cette vidéo va concerner une analyse symbolique. Voilà. Hey, ça c'est... Attendez. Hein. Voilà encore les affaires qui commencent. Ça, vous voyez. J'ai pas allé jusqu'à mon bracelet est tombé. Bon. On continue, je ne vais pas couper la partie, hein. Je ne vais même pas couper même. Donc, je disais que cette vidéo était symbolique, fortement symbolique, parce que je vais vous expliquer même déjà à la fin de la vidéo pourquoi je l'ai fait. Et donc, je vais m'intéresser à deux figures importantes, deux figures emblématiques du MMA que sont Francis Ngannou et Cyril Gane. Et avant de m'intéresser à eux, je vais d'abord... vous donner une description de leur sport de prédilection dans lesquels ils excellent avec brio. Alors, quel est ce sport? Comment on l'appelle? On l'appelle le MMA. Donc, le MMA, c'est l'acronyme anglais que l'on peut traduire en français pour arts martiaux mixtes. Et c'est un sport, c'est la fusion de plusieurs sports de combat. Donc, c'est interdisciplinaire, ça comprend la boxe, le kung-fu, le sambo, le karaté, le judo, le Brazilian, le Brazilian jiu-jitsu, le wrestling, le muay thai et le taekwondo. Bien évidemment, il y a d'autres disciplines, mais c'est les principales que moi j'ai retenues. Et puis, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de catégories, dont la catégorie masculine. Donc, les catégories, vous allez même rire. Ça commence par poids, mouche, coq, plume, léger, mi-moyen, moyen, mi-lourd et lourd. Et la catégorie lourd, c'est la catégorie phare par excellence, qui est la catégorie de Francis Ngannou et Cyril Gane. Alors, il faut savoir que comme c'est un sport de haut niveau, il y a des grandes préparations stratégiques qui sont requises, des entraînements intensifs. Il y a aussi... comment ça s'appelle, des équipements sophistiqués qui sont fournis par l'organisation et il y a des examens médicaux approfondis pour s'assurer de l'état physique et mental parce que n'oubliez pas c'est un sport quand même à haut risque et on tape des gens, c'est sanglant, donc on veut s'assurer que les athlètes sont en bonne condition et les combats se déroulent dans ce qu'on appelle l'octogone ou la cage et puis
le vainqueur et celui qui gagne le combat. C'est soit la victoire par KO, par soumission ou par décision unanime partagée de 3 juges au bout de 5 rounds. Voilà. Et une chose importante aussi, pour être considéré comme une légende de ce sport, il faut être capable non seulement de gagner, mais aussi de défendre et de pérenniser sa ceinture, à l'image de John Jones, de Georges Saint-Pierre, de Khabib Nurmagomedov et de Conor McGregor. Enfin, Conor McGregor, c'est comme la personne la plus connue, quoi. Enfin, j'ai l'impression, parce que moi, quand je t'en ai parlé de ce sport-là, c'était l'une des personnes qui revenait le plus souvent, en tout cas. Il faut savoir que l'UFC est la ligue qui contient le plus, non seulement qui est la plus connue à travers le monde, avec beaucoup qui est placée dans beaucoup de cartes du monde, qui détient à peu près 767 athlètes, dont 638 hommes, je pense, 639 hommes et 600, calculez-moi, 639 hommes et 128 femmes, je pense, c'est ça. Et oui, c'est bien ça même. Et donc là, quand vous connaissez la MMA, maintenant je vais m'intéresser aux différentes personnes. Parce que avant de faire mon analyse symbolique, il faut d'abord que vous connaissiez les 3 personnes concernées par cette analyse. Donc Francis Ngannou, Cyril Gane et Fernand Lopez. On va commencer par Francis Ngannou. Alors qui est Francis Ngannou? Francis Ngannou naît dans le village de Batié, au Cameroun. Donc déjà à l'adolescence, au début de l'âge adulte, il se démarquait des autres par sa carrure imposante et impressionnante, par sa force physique brute. Et puis une chose intéressante à retenir de lui aussi, c'est que il grandit dans la pauvreté et il fait face à des brimades et des humiliations à l'école justement parce qu'il n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre le cursus scolaire. Donc ce qui l'oblige à aller travailler dans des mines de sable pour pouvoir se nourrir et aussi aider sa famille. Et il se trouve que, et ça c'est l'élément qui est le fil conducteur de mon analyse, c'est la relation avec son père, la symbolique du père. Il faut savoir que la réputation de son père l'a toujours précédé, la mauvaise réputation de son père. Donc il voulait absolument se détacher de comment son père était. Parce que, à contrario, son père était quelqu'un de très violent, d'après ce qu'il expliquait, et sa mère expliquait que lui, Ngannou, dans le ventre, il était déjà agité. Par contre, ce n'était pas quelqu'un de violent. Ce n'était pas quelqu'un qui aimait ça, c'était quelqu'un qui avait une très grande force, mais qui ne voulait pas l'utiliser à mauvais escient. Ayant pris connaissance qu'il avait une force vraiment qui était très grande, il a décidé de canaliser cette énergie par les arts martiaux et notamment la boxe, parce que son objectif était d'être un grand boxeur. Donc il part clandestinement pour Paris. Donc il est sans domicile fixe, il est sans abri, il est sans papier entre griffes. Donc il découvre Paris, il est content, il s'émerveille parce qu'il sait qu'au moins là, il peut avoir la possibilité de pouvoir accomplir son rêve. Et c'est là qu'il rencontre évidemment Fernand Lopez et que vous connaissez la suite. Par la suite, il devient un grand champion à 2 reprises des poids lourds du MMA. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette personnalité et de son caractère? Moi, de ce que j'en comprends et de ma réflexion, je dirais que c'est quelqu'un de profondément sensible, malgré les apparences. Donc, c'est quelqu'un qui est très structuré sur le plan mental et cérébral. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est d'assez solitaire, intègre et transparent, donc courageux, persévérant et puis qui a du charisme et une présence qui est à la fois rassurante et protectrice. On passe ensuite au personnage de Cyril Gane. Alors, qui est Cyril Gane? Cyril Gane, il est originaire de Karoukéra, donc il naît en France, il est métis, donc sa maman est française et son papa est originaire de Karoukéra. Donc lui, il grandit avec ses parents, il est décrit comme un enfant plutôt calme aussi, vraiment joyeux de nature, vraiment qui n'a pas eu de pression familiale par rapport à son parcours de vie, mais quand même qui a une relation, on dirait, qui est qualifié de saine avec sa famille. Et donc c'est quelqu'un qui a une très grande force physique aussi impressionnante, donc il a un gabarit imposant, il a une présence, il est considéré comme un virtuose et un prodige du MMA, il a eu une ascension fulgurante dans ce sport-là, il a une dextérité. Ah, aujourd'hui là vraiment c'est le portugais, j'ai commencé par Brazilian dextérité, une dextérité manuelle et puis
une certaine légèreté dans ses mouvements, parce qu'on dit souvent que c'est quelqu'un qui est poids lourd, mais qui se déplace avec beaucoup de légèreté pour quand même un grand gabarit aussi. Et il faut savoir que lui, à la base aussi, il voulait faire du Muay Thai, mais c'est après sa rencontre évidemment encore avec Fernand Lopez qui décide de s'en aller vers ce sport-là et qui décroche la ceinture de poids lourd, intérimaire poids lourd, c'est ça, tout simplement. Et de sa personnalité, de ce que je peux comprendre, c'est quelqu'un qui est joyeux, chaleureux, sympathique, amical, convivial, qui a un certain charisme et une certaine prestance. Maintenant, on va s'intéresser à Fernand Lopez. Bien évidemment, c'est un élément important de cette analyse-là. Fernand Lopez, c'est qui? Alors, Fernand Lopez, donc, c'est le fondateur du MMA Factory. Donc, c'est un coach manager qui a plusieurs casquettes. Donc, c'est une tête pensante. C'est quelqu'un qui a une très grande proximité avec ses élèves en raison du corps à corps qui se fait lors des entraînements et des liens affectifs qui se créent entre eux. Donc, il y a l'amour et aussi l'interférence. Parce que qui dit amour dit interférence dans ça, parce que tu as des émotions, tu es lié à quelqu'un. Et puis dans sa personnalité, je dirais que c'est quelqu'un qui est rigoureux, exigeant, perfectionniste, artisan qui façonne les artistes, et c'est un grand stratège. Alors, bon, je vais en dire même de mes cheveux. Hey, fashionista, la houbi diamantaire. Donc, une fois que vous connaissez les différents protagonistes, on va maintenant passer à l'analyse symbolique. Retenez simplement que le fil conducteur, c'est la symbolique du père. N'oubliez pas ça, parce que Ngannou a eu une carence affective à ce niveau-là, au niveau de son père, tandis que Gane n'a pas eu ce problème-là. Du moins, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu peut-être... parce que dans toute relation, évidemment, il y a des conflits. Aucune relation n'est exemple de conflit. Je dis simplement que la structure dans laquelle il a grandi, lui, était différente et qu'il avait le minimum, il avait quand même le b.a.-ba de pouvoir aller à l'école, de pouvoir vraiment avoir le nécessaire. Il n'a pas grandi dans une extrême pauvreté, comme c'est le cas de Ngannou. Donc quand vous comprenez ça, les états d'esprit, la façon dont les personnes se sont forgées n'est pas la même. Et la rencontre qu'ils auront avec Fernand Lopez, elle est déterminante autrement, parce que c'est là que les choses vont pouvoir se matérialiser l'un comme pour l'autre. Donc le 22 janvier 2022, parce que le 22 janvier 2022, c'est une date symbolique, et vous savez que je suis dans la numérologie évidemment, alors, et cette date-là, elle cristallise beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, et on va d'abord expliquer en quoi cette date du 22 janvier 2022 est importante. On va d'abord commencer par expliquer que ça révèle les coïncidences, synchronicités et sérialité. Je vais d'abord vous donner l'explication de ce que c'est d'abord, avant de vous donner les exemples concrets de ça. Alors, on y va d'abord avec ce qu'on appelle la coïncidence. Qu'est-ce que c'est? Définition. Une coïncidence est une occurrence simultanée, occurrence ça veut dire dans le cas présent, donc une coïncidence est une occurrence simultanée et remarquable de circonstances ou d'événements qui n'ont apparemment pas de connexion causale entre eux. Dans le cas de Ciryl Gane, alors, le MMA Factory est la jonction et la ligne médiane dans la rencontre entre Ngannou et Gane avec Fernand Lopez et dans l'éclosion de leurs succès respectifs. Pourquoi je dis ça? C'est que qui aurait pu imaginer qu'au MMA Factory, il y allait avoir deux super puissances qui allaient se manifester et qui allaient briller? Les gens disent que c'est de la coïncidence, mais bon, moi je crois qu'il y avait une symbolique, il y avait un message plutôt relié à ça. Ensuite, la synchronicité. La synchronicité est l'occurrence, dans le cas présent, ça veut dire dans le cas présent, simultanée dans l'esprit d'un individu d'au moins deux événements mentaux qui ne présentent pas de lien de causalité physique, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'est que tous les deux, autant Ngannou que Gane, n'étaient pas prédestinés à faire du MMA. Ngannou n'avait qu'une obsession, c'était la boxe. Et Gane, lui, c'est le Muay Thai. Et à la différence, c'est que la rencontre déterminante, ça a été avec Fernand Lopez qui a décelé un potentiel en eux et qui leur a fait comprendre que c'est par là qu'ils allaient avoir la gloire, la dynastie. La dynastie. Hey, je suis dépassé. Wouh! Donc la gloire, la dynastie, le prestige et le rayonnement.
Donc, vous comprenez encore que c'est une synchronicité incroyable que la rencontre se fasse par cette personne et que ces personnes-là, à la base, n'étaient pas... Retenez l'élément dans la synchronicité, c'est qu'ils n'étaient pas prédestinés à faire ça, au fait. C'est que quelqu'un d'autre a vu ce potentiel par 2 fois, répétition du chiffre 2 comme par hasard, et il leur a dit que c'est vers là qu'ils peuvent s'en aller pour la réussite. Alors, la sérialité, c'est quoi? La sérialité, c'est ce qui se passe de façon qui ne passe de façon, plutôt, la sérialité, ça se passe en série de façon successive et répétée. Alors, dans le cas présent, le 22 janvier 2022, c'est quoi qui a été en série, c'est quoi qui a été de façon successive, c'est quoi qui a été répété? 2 grands athlètes. Ça, c'est la première chose. 2 ceintures de poids lourds qui s'affrontent. 2 personnes qui sont liées à une même personne, l'entraîneur Fernand Lopez. 2 coéquipiers, 2 rivaux, 2 adversaires. Donc, il n'y a pas de hasard dans la façon dont les choses ont été faites. C'est comme ça que moi je l'interprète. Toutes ces coïncidences, synchronicité et sérialité, qui sont des éléments isolés apparemment, avaient un sens dans la rencontre qui allait se faire le 22 janvier 2022. Et on va même plus loin, parce que là, maintenant, je vais analyser maintenant, alors, beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire à la fois Ngannou, Gane et Fernand Lopez. Et je tiens tout d'abord à dire une chose importante, c'est que mon analyse est une réflexion personnelle basée sur des recherches vraiment à partir de leur Instagram respectif à tous les 3, à partir de leurs témoignages, des coupures de presse, de journaux, de vidéos YouTube que eux-mêmes ont dit, ont affirmé. Et il se pourrait que mon analyse soit correcte, soit juste. Par contre, elle n'explique pas tout en profondeur. Pourquoi? Parce que je ne connais pas ces personnes-là. Et il y a toujours, évidemment, des éléments que je ne pourrais pas nécessairement connaître parce que je n'ai pas eu... Ils ne l'ont certainement pas dévoilé par eux-mêmes. Ils ont préféré peut-être rester ça dans la confidence. Quoi qu'il en soit, de ce que j'ai pu regrouper, mon analyse me semble juste. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas en commentaire. Alors, on va d'abord commencer par Ngannou. Alors, Ngannou, lui, il veut être reconnu à sa juste valeur. Pourquoi? Je vais donner l'exemple simple de sa deuxième rencontre face à Stipe Miocic. Donc, la première fois qu'il avait perdu face à Stipe Miocic et tout, c'était quand même assez difficile. Donc, il était revenu en revanche pour pouvoir vraiment l'affronter. Et je pense, à mon avis, qu'il aurait été dévasté et affecté sur le plan moral beaucoup plus s'il avait perdu une deuxième fois face à Stipe Miocic que s'il avait perdu face à Cyril Gane. Pourquoi? Parce que cette victoire face à Stipe Miocic, c'était une revanche. Oui, sur Stipe Miocic, mais ça va au-delà même de ça. C'était une revanche par rapport à sa vie précédente qui était... On lui avait accolé tellement d'échecs, on lui avait tellement accolé tellement de négativité qu'il fallait qu'il transforme cela en réussite personnelle pour se prouver qu'il était capable d'accomplir quelque chose de grandiose par et pour lui-même. Et donc c'était très important pour lui et il avait la conviction profonde qu'il allait accomplir sa destinée et c'est ce qu'il a fait. Ngannou renvoie à un miroir. Donc ça c'est l'analyse encore de Ngannou, donc le miroir. Parce que vous savez, faut savoir une chose très importante, et je le dis souvent et je le pense fermement, c'est que toutes les grandes célébrités de ce monde, donc ça va être bientôt mon cas, j'ai dit ça en même temps, j'ai 35 abonnés. Donc, toutes les grandes célébrités de ce monde qui sont appelées à faire des choses incommensurablement grandes, c'est mon cas, ben, ils ou elles sont le miroir de millions d'autres personnes. Donc, Ngannou est le miroir, le prototype d'un certain type de personne. Et quel est son miroir à lui? Il est l'icône, le symbole d'une jeunesse kamite, désœuvrée, en manque d'opportunités, qui a réussi à triompher par la lumière, malgré les entraves et les restrictions. C'est pour ça qu'il y a une vive émotion au Cameroun lors de ses victoires, il y a des scènes de liesse abattier, et parce qu'il est le miroir d'une très grande résilience. Et une chose importante aussi par rapport à Ngannou, il faut comprendre, et ça c'est un élément super important, la victoire de Ngannou est avant tout une victoire individuelle, avant d'être collective. Pourquoi? Parce qu'elle est individuelle, parce qu'il a toujours cru en lui et en son potentiel créateur, ainsi qu'en sa capacité de rayonner. Par contre, elle est collective par la suite. Pourquoi? Parce que personne n'a cru en lui, hein,
à quelques exceptions près, y compris Fernand Lopez, mais personne n'a cru en lui. Pourquoi? À cause de son passé, à cause de l'élément brut qu'il représente. Donc les gens ne se sont arrêtés sur le fait qu'il a grandi dans un contexte de difficulté et que cela ne pouvait pas lui permettre de s'en sortir. Donc les gens avaient une image arrêtée de ce qu'il pouvait accomplir, mais lui, il avait toujours cru en lui. C'est pourquoi sa victoire est avant tout d'abord individuelle. C'est très important. Maintenant, on passe à Cyril Gane. Alors, Cyril Gane, lui, il veut briller et il veut partager sa lumière avec les personnes qui l'entourent. Il veut rendre fier son entourage, il veut rendre fier sa famille, son papa, sa maman, sa fille, sa femme, son coach, toutes les personnes qu'il admire, qu'il aime. Donc lui, c'est quelqu'un qui veut vraiment ne pas décevoir. Parce que la preuve étant, quand il a perdu le combat, la première phrase qu'il a dit, c'est qu'il a dit « désolé ». Et comment moi j'ai compris ce « désolé », c'était un désolé du style « est-ce que je regarde la caméra même ?» Parce que je regarde depuis en haut, je ne sais pas si je regarde la caméra même. Excusez-moi. Donc il a dit « désolé ». Excusez-moi ici dépassé. Wow, en fait, je suis dans l'inspiration, même c'est gâté aujourd'hui là, mais je vais vous décortiquer ça. Donc, Cyril Gane, donc il est dans l'appréciation de son entourage et il veut briller pour lui-même et également pour les autres. Donc, quand j'ai dit qu'il s'est excusé, parce que, pas pour lui-même. Évidemment, c'est un compétiteur, évidemment, c'est un champion, évidemment, il veut avoir une revanche face à Ngannou. Cependant, j'avais l'impression que les excuses qu'il a formulées, c'était plus par rapport au fait qu'il a déçu les gens avec qui qu'il encourageait parce qu'il voulait gagner aussi pour eux. Et c'est pour ça que je dis qu'avec lui, sa victoire est autant individuelle que collective. Précisez, hein, parce qu'il y a une différence. Je dis bien, la victoire de Gane est autant individuelle que collective. Pourquoi? Parce que tout le monde a cru en lui, en son potentiel créateur et en sa capacité de rayonner, alors que lui-même n'avait pas nécessairement conscience de ce grand potentiel, comme Ngannou avait conscience du sien. Vous voyez la différence? Pour Ngannou, c'est victoire individuelle avant d'être collective. Pour Gane, victoire individuelle autant que collective. Et la preuve étant, c'est que, bon ça je ne vais pas le dire maintenant parce que sinon ça va gâcher le truc, mais c'est que ça l'est. Et le miroir, quel est le miroir de Cyril Gane? Son miroir à lui, c'est l'enfant quoi? Eh, Jamna, ça commence à excusez-moi. C'est le protégé, donc le bien-aimé, l'enfant exemplaire, donc l'allégresse, la beauté, le favori. Et il représente aussi une certaine jeunesse camite en France qui est cataloguée comme n'étant pas capable de sortir, on va dire, des cités entre griffes et qui est toujours dans une France qui est néocoloniale et raciste tout simplement, quoi. Maintenant, on va avec Fernand Lopez. Alors, Fernand Lopez, lui, c'est très intéressant à comprendre Fernand Lopez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une citation de Ngannou par rapport à ce sujet qui va me permettre de mieux étayer l'épine dorsale, donc l'élément de discorde qu'il y a eu entre Ngannou et Lopez. Donc, je vais faire d'abord la citation de Ngannou pour comprendre. C'était quelques jours avant la rencontre décisive du 22 janvier et il y avait un journaliste qui lui posait une question de est-ce que ça ne l'inquiète pas d'affronter Gane, sachant que Lopez est son ex-entraîneur et qu'il le connaît parfaitement. Donc il a automatiquement interrompu le journaliste dans sa question lui disant non, je vous cite, hein. Il dit non, virgule. Virgule, là c'est moi j'ajoute, hein. Il n'a pas dit virgule. Non, virgule. Il ne me connaît pas parfaitement. Erreur numéro 1. Il connaît Francis... Oui, Lopez, il connaît Francis il y a 4 ans et demi. Et ça encore, il connaît ce qu'il voulait connaître de ce Francis. Il a plutôt tendance à vouloir se voir lui dans le combattant que de voir le combattant lui-même. Alors, difficile pour lui de vouloir connaître cette personne. Je le connais plus qu'il me connaît. Je le connais, je sais comment il réfléchit, j'ai passé du temps à l'observer lui que à apprendre. Contrairement à lui qui a passé du temps à vouloir se voir en moi. Cette citation est révélatrice d'énormément de choses très intéressantes. 4 choses. Premièrement, Ngannou
ça, moi, ça me montre, cette citation, que cette personne, Nganou, est en continuité et en rupture avec lui-même. Je m'explique. C'est que il y a eu un moment, vu que son destin fait partie de ce qu'on appelle un destin fabuleux et exceptionnel, parce qu'en griffe, il n'était pas prédestiné à le faire, et qu'on ne pensait pas qu'il allait pouvoir sortir de ce à quoi on l'avait catalogué comme étant quelqu'un qui était incapable de s'accomplir. Donc, Ngannou, lorsqu'il est en rupture, lorsqu'il devient vainqueur, il est en rupture avec la personne qu'il était par le passé et il est en continuité avec cette nouvelle version qui est la version de la victoire. Donc, il est maintenant, il n'est plus accolé à l'échec, il est accolé maintenant à la réussite. Donc, il y a une rupture avec ce qu'il était et en continuité avec les débris de l'ancien pour produire une nouvelle personne. Numéro 2, ça prouve que c'est quelqu'un qui est très prudent et ça va de soi parce qu'il a été un peu solitaire lors de son parcours. N'oubliez pas, il y a eu fracture avec le père. J'ai bien dit que la symbolique, le fil conducteur de cette vidéo, c'est la symbolique du père. Donc il y a eu fracture avec le père. Donc évidemment, la confiance est difficile à établir avec les personnes de son entourage. Donc il est extrêmement prudent et il ne se montre pas, il ne se dévoile pas à n'importe qui. Voilà, tout simplement. Numéro 3, ça prouve, si sa citation est correcte par rapport à Lopez, ça prouve que Lopez a un ascendant sur ses élèves. Il a eu même de l'ascendant même sur Ngannou et sur Gane. Alors, petite parenthèse, je vais faire une précision. Lorsque quelqu'un a un ascendant sur vous, ça veut dire que cette personne est soit votre parent, votre mentor, votre guide spirituel. Donc, une personne qui a l'ascendant sur vous est quelqu'un qui est en position d'autorité et de supériorité. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que quand nous on est sous l'autorité, les parents ont un ascendant sur nous. Le problème, c'est quoi? C'est que si cet ascendant devient oppressant, ça empêche la personne sur qui on a un ascendant de pouvoir s'exprimer, de s'épanouir, de fleurir et de montrer sa personnalité réelle. Retenez l'élément de l'ascendant parce que ça va expliquer beaucoup de choses par la suite. Numéro 4, il a expliqué dans sa citation qu'il a plutôt observé, mais il n'a pas voulu apprendre, selon ses propres mots, de Lopez. Ça veut dire tout simplement que s'il ne veut pas apprendre, ça veut dire qu'il y a fermeture du cœur. Parce que pour apprendre, il faut ouvrir ton cœur qui est le réceptacle, qui est le siège de l'âme et de la conscience, tout simplement. Donc, alors quand vous comprenez ça, moi ce que j'en déduis, c'est que l'analyse maintenant de Lopez, parce que cette citation me permet de comprendre, c'est que pour moi, Lopez, parce que Lopez, il a reproché énormément de choses à Ngannou sur le fait qu'il n'a pas été en griffe reconnaissant. Mais j'explique pourquoi. Parce que Lopez, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut réussir par procuration, donc à travers la réussite de ses élèves, tout simplement. Pourquoi? Parce que lorsque Ngannou a gagné face à Stipe Miocic à la revanche, les gens l'ont taxé de jaloux. Oh, c'est un jaloux, il est frustré, il est aigri. À mon sens, je ne pense pas que c'était ça vraiment le problème. Parce que lui-même, il expliquait qu'il était très content, il y avait beaucoup d'émotions et qu'il avait une pointe de jalousie. Cette pointe de jalousie, à mon avis, n'était pas due au fait que Ngannou ait gagné la ceinture en elle-même. C'est le fait qu'il aurait voulu gagner avec Ngannou pour que lui, son sentiment d'échec, d'avoir été un combattant médiocre, puisse se matérialiser par le succès de Ngannou afin de montrer qu'il est un entraîneur prodigieux. C'est là où je dis que on parle d'ascendant et que Ngannou, quand on dit Ngannou, le fait que Lopez veut se voir dans l'autre, c'est parce que s'il se voit dans l'autre, il voit sa capacité à pouvoir faire une sorte de résilience, à pouvoir faire briller quelqu'un à travers l'autre personne. N'oubliez pas qu'un parent, souvent, qui veut la réussite de ses enfants, des fois, pas un parent narcissique, hein, un parent qui se projette dans ses enfants, des fois, il veut que ses enfants réussissent pour ce que lui n'a pas pu accomplir. Et c'est en mon sens que je dis, là on revient à la symbolique du père, donc, quel est le miroir que nous renvoie Lopez? Eh bien, c'est le miroir du père. C'est tout simplement ça. C'est le miroir du père, c'est l'enseignant, c'est le pédagogue. Et dans sa facette sombre, dans sa facette négative, ça peut être évidemment l'autoritarisme et le dogmatisme. Et pour lui, il voulait combler ce sentiment de reconnaissance. Mais Ngannou ne le lui a pas accordé. Pourquoi? Parce que Ngannou, n'oubliez pas, il est en fracture avec son père. Donc, c'est difficile pour lui d'avoir une certaine... il peut avoir une certaine maladresse à tisser des liens sociaux vu qu'il était un solitaire. Peut-être qu'il ne sait pas comment faire de façon consciente ou inconsciente. Et pour lui, cette victoire était la victoire de l'enfant victorieux. Donc, cette victoire est comme lui permet un peu de compenser ses carences affectives et bien évidemment de guérir son sentiment d'échec. Ce pourquoi cette victoire de l'enfant victorieux, parce que c'est l'enfant qui gagne, c'est l'enfant qui est...
c'est l'enfant qui réussit à triompher de tous les échecs qu'il n'a pas pu accomplir. Ne l'oubliez pas, son enfance n'a pas été une enfance comme les autres. Et puis, lui, il voulait combler ça à tout prix et s'accaparer cette victoire-là. Quand bien même il n'a pas nécessairement reconnu de façon publique euh, que Lopez a contribué en partie à son succès, essayer de comprendre que oui, ne pas reconnaître être, je dis pas que c'est une personne ingrate, hein, mais le manque de reconnaissance n'est pas une bonne chose à mon avis, c'est ce que je pense. Mais je pense que s'il n'a pas eu cette reconnaissance-là, qu'il ne l'a pas fait, c'est parce que justement, il était important pour lui de se prouver à lui-même et de prouver qu'il était capable de réussir là où tout le monde le pensait qu'il allait échouer. D'autant plus que dans ce type de configuration, n'oubliez pas que dans la facette, parce que j'ai parlé de son miroir, dans sa facette sombre, ça peut être évidemment l'arrogance, le culte de la personnalité narcissique et bien évidemment l'égocentrisme dans sa facette sombre. Alors pour revenir à Lopez, donc comme Lopez n'a pas pu combler vu qu'il veut se reconnaître et qu'il n'a pas pu combler ce sentiment-là, il n'a pas été reconnu en tant que celui qui a aidé à façonner la réussite, il a réussi à avoir ça par qui? Par Gan, tout simplement. Parce que Gan a été, comme je dis, Gan, son miroir, c'est quoi? C'est l'enfant exemplaire, c'est le favori, c'est le protégé, c'est le bien-aimé. Et Gan, lui, contrairement, lui, il a reçu, il a été le réceptacle. Ce pourquoi, quand il a gagné la ceinture intérimaire, il était extrêmement content de partager cette ceinture et de montrer à ses côtés la personne qui l'a aidé à accomplir ça, bien évidemment, Lopez. Donc, Gan a réussi à vraiment faire réjaillir, est-ce que c'est bien réjaillir? C'est réjaillir sa lumière sur Lopez afin que lui, Lopez, puisse se sentir vraiment considéré aussi parce que c'est super important. Autant la victoire de Ngannou est super importante pour lui pour se démarquer, autant la reconnaissance de Lopez est également aussi importante, autant la victoire de Gan et de partager cette lumière-là avec Lopez est aussi importante. C'est pourquoi je disais tantôt que la victoire de Ngannou, elle est d'abord individuelle avant d'être collective et la victoire de Cyril Gane est individuelle autant que collective. Et pour bien situer ça, j'ai une citation que moi-même j'ai fait par moi qui va vous exprimer un peu ce que je pense de ça et je vous explique ça tout de suite. Alors, Ngannou est son propre père. J'ai insisté sur le père, hein. Donc Ngannou est son propre père. Il est en rupture avec la figure paternelle que Lopez incarne. Il est un précurseur, bâtisseur et précède son petit frère Gane. Lopez, quant à lui, veut briller à travers la lumière de ses enfants. Comprenez ça d'un point de vue symbolique, et s'accomplir à travers eux. Gane est le réceptacle de cette transmission et a 3 modèles de construction identitaire. L'un avec son géniteur, l'autre avec la figure paternelle de Lopez, dans la continuité de son héritage, et celle de son grand frère Ngannou qui le précède, qui lui montre une autre alternative dans la discontinuité et l'auto-création. Voilà, donc quand vous comprenez ça, vous comprenez que l'épine dorsale, le conflit qu'il y a eu entre, de ce que je comprends d'un point de vue extérieur, parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, c'est Lopez qui reproche à Ngannou le manque de reconnaissance, mais ce manque de reconnaissance, parce que cette reconnaissance, lui, vient combler, vient rassurer sa personne dans la procuration de la réussite qu'il est capable de faire, qui n'a pas été juste un combattant médiocre, mais qu'il est un excellent coach. Donc, il n'a pas eu ça vis-à-vis de Ngannou, qui lui, Ngannou, cherchait à s'accaparer sa victoire parce que tout lui a été retiré dans son enfance et tout est en train de lui être restitué à un âge. Donc, ça peut être ça. Et puis, dans le fait que Gane ait été énormément vraiment plébiscité, apprécié et tout, n'oublions pas aussi que son miroir, dans sa facette sombre, parce que j'ai décrit les facettes sombres de l'autre, dans sa facette sombre, ça peut être la vanité ou tout simplement la suffisance. Alors bon, maintenant que j'ai bien expliqué ça, on va maintenant passer à un autre élément du 22 janvier 2022. Qu'est-ce que ça cristallise aussi comme émotion? Qu'est-ce que ça cristallise aussi comme élément? Ça cristallise le racisme et le colorisme. Vous allez me dire, oh mon Dieu, c'est pas possible, il n'y a pas eu d'élément raciste, mais des fois c'est très subtil. Bon, alors quand je dis racisme, pourquoi? Vous savez que le colorisme n'est qu'une
n'est qu'une éman- n'est qu'une- eh, Seigneur, n'est qu'une émanation du racisme et que le colorisme se situe dans un groupe de peuples spécifiques, exemple chez les Kamites. Donc plus une personne a une clarté de peau, plus elle est considérée, plus elle a certains avantages, elle a certains privilèges par rapport aux personnes qui sont plus foncées. Et dans ça, moi, ce que j'ai pu voir dans le colorisme, c'est que dans le système racialiste, les personnes à clarté de peau sont considérées comme belles, angéliques, féminines, donc associées à la faiblesse. Et ce qui est dans la noirceur, donc les personnes foncées de peau, c'est associé à tout ce qui est démoniaque, la masculinité, l'hypervirilité et la laideur. Et Gann, évidemment, il a un faciès attrayant. Et dans ça aussi, on peut facilement aimer sa personne parce qu'il y a le colorisme qui joue aussi de façon inconsciente tout simplement. C'est pas forcément conscient, mais dans sa façon d'être déjà, sa clarté de peau déjà attire. Et par rapport à Ngannou, lui, son faciès est dépeint et considéré comme, on va dire, intimidant tout simplement en fait. Donc il y a eu un traitement différentiel médiatique, un peu comme ça a été le cas de Serena Williams et de Naomi Osaka, dans la façon que les deux ont été présentés, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu un acharnement dans les médias français sur une insistance quasi obsessionnelle sur le fait qu'il ait été SDF. Et ça a porté vraiment... Bon, après, je ne suis pas en train de dire non plus qu'on ne doit pas le dire comme une vérité, mais c'est là pour moi il y a le racisme. C'est rappeler toujours la condition dans laquelle cette personne a été, pas pour parler d'un parcours exemplaire, mais pour lui rappeler qu'il a été, voilà quoi, qu'il n'était rien, qu'il n'était pas prédestiné à quitter cette case dans laquelle on avait catalogué. Mais n'oubliez pas qu'il était SDF, c'était juste une partie de sa vie, ce n'est pas l'entièreté de sa personne. Et puis aussi, un élément que j'ai pu retenir au fait, c'est que Ngannou, lui, il a évolué dans un contexte où la MMA était interdite en France. Donc son ascension s'est faite sous le signe de la restriction et du verrou. Tandis que Gann plutôt a bénéficié du support de l'État français, de l'appareil médiatique français et même de la ministre des Sports, je précise, pas par sympathie, mais plutôt par intérêt de voir la France briller à l'extérieur. Un autre élément aussi que je tiens à rappeler par rapport au colorisme et au racisme, par rapport à ça, et que même si ça n'a pas été dit, c'est comment on a présenté Gann, comme je dis, sous les traits angéliques, et Ngannou sous les traits démoniaques. On peut même aller plus loin, c'est comme la rencontre qui se fait France vs Cameroun. Et aussi, c'est que ce qu'on oublie souvent et qu'on ne dit pas suffisamment assez, c'est que Gann, bon, ça tout le monde le sait, Gann c'est un métis kamite à la base. Donc sa maman est blanche, son papa est noir. Et dans le système racialiste dans lequel on est, les personnes métisses sont automatiquement cataloguées comme noires parce que la suprématie blanche est incapable de se reconnaître en eux, en elles. C'est un peu dommage, c'est comme leur priver d'une part d'eux-mêmes qu'ils ont non seulement génétiquement, mais aussi culturellement. Alors, donc, maintenant que cette rencontre a été dite, a été faite, on va s'intéresser à ce qui s'est passé au niveau de l'UFC et puis avant d'expliquer le miroir de l'UFC, parce que là j'ai expliqué la notion de racisme, de colorisme, l'UFC c'est quoi? Et du combat qui a eu lieu, de ce qui s'est passé entre eux. Et un élément important, c'est que moi, l'UFC, de ce que j'en comprends, c'est vraiment l'exploitation visuelle médiatique des combattants par la signature de contrats fallacieux basés sur une logique mercantile et purement capitaliste. Et pourquoi Ngannou le dit même lui-même, je vous cite une citation de lui, il dit « Ce sont des capitalistes. Au fait, en réalité, ils n'aiment personne. Ils aiment juste le portefeuille, ils aiment ce que tu leur rapportes. » Et oui, parce que Ngannou a été taxé par le dirigeant l'un des dirigeants de l'UFC qui est Dana White, le président Dana White. On l'a taxé d'arrogance parce qu'il a réclamé des augmentations salariales et des meilleures conditions de travail, parce qu'il a constaté qu'il n'était qu'un outil dans les mains de l'UFC, il n'était pas considéré comme humainement, il n'était simplement que exploité. Et ça a aussi créé beaucoup de débats parce qu'évidemment il y a des joueurs qui expliquaient qu'ils pouvaient aller dans d'autres divisions, d'autres ligues qui sont comme Bellator MMA ou la nouvelle Eagle FC que chapeaute en griffe Khabib Nurmagomedov, ou le Ares Fighting qui est la structure de Francis, et vraiment Francis est trop dans la vidéo, de Fernand Lopez. Donc vous comprenez que il y a une logique en tout cas de vouloir miser sur ces joueurs, mais de pouvoir les utiliser pas pour ce qu'ils sont réellement, mais pour les capacités de ce qu'ils peuvent produire, quoi. Et puis
Maintenant que vous comprenez ça et que vous comprenez le fait de pourquoi ce sont des capitalistes et qu'ils ont intérêt à se faire du profit sur le dos des joueurs, parce que n'oubliez pas qu'ils se font des milliards, hein. Un seul combat, c'est-à-dire que moi je suis allé faire des recherches, par exemple le prochain UFC 272 qui va opposer Covington vs Masvidal, donc en dollars américains, un ticket vaut entre 175 dollars et 3500 dollars. Donc imaginez le nombre de milliards qui se font avec les combinaisons de combat possibles parce qu'ils ont 767 athlètes, ne l'oubliez pas. Donc c'est un budget vraiment avec les publicités qu'il y a dans les cages, imaginez les sponsors et tout. C'est faramineux les prêts qui se font. Et donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de discréditer Ngannou et c'est pour ça que tout a été fait dans l'indicible pour que Ngannou perde face à Gane. Tout simplement, on voyait comment Gane a été présenté, donc pour qu'il puisse le détrôner. Donc il y a eu une pression médiatique, il y a eu une pression financière. Et le 22 janvier, ça a été la rencontre décisive. Et il y a quelque chose qui n'a pas échappé, moi, à mon regard. Je n'ai pas regardé le match et tout, parce que honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Moi, je supportais les deux, au fait. Je supportais les deux parce que c'était deux hommes kamites. Et surtout, mais quand j'ai vu que Ngannou a gagné, ça m'a fait beaucoup plus plaisir compte tenu de son parcours parce qu'il avait déjà réussi à prouver, mais ça m'a fait plaisir de le voir gagner parce qu'il avait tellement subi que je me disais que ça aurait été un peu dommage qu'il perde, mais j'étais pas partisan nécessairement de l'un ou de l'autre, hein, parce que j'aime les deux, ce qu'ils représentent, les miroirs qu'ils représentent et tout, mais ça m'a fait plus plaisir, je dois admettre, la victoire de Ngannou parce que ça a encore renforcé son sentiment de réussite et d'aller plus. Donc il est, comme je dis toujours, il est en continuité et en rupture avec lui-même. Et dans le combat décisif, parce que n'oubliez pas, ils étaient à 2-2, c'est-à-dire il y avait 2 points pour Ngannou, parce que c'est 5 rounds, donc les 2 premiers rounds, Gane les a remportés, les 2 autres rounds, Ngannou les a remportés, donc il y avait le dernier round décisif. Et c'est là où je pense que les choses auraient pu tourner en la faveur de Gane pour soit remporter le combat ou égalité. Mais écoutez ce que les différents coachs leur ont dit, parce que n'oubliez pas, ils étaient très épuisés et il fallait dire des mots spécifiques parce qu'on est dans un enjeu crucial. Écoutez ce que les coachs de Ngannou ont dit. Donc, Nick Sick et Dewey Cooper. Ils ont dit, je traduis en français, « Regarde-moi, je crois en toi, c'est toi le champion. » Ils ont dit ça à Ngannou. Ça, c'est important. Parce que n'oubliez pas que Ngannou, maintenant, il n'est plus question de victoire individuelle, hein, parce que là, il avait déjà prouvé. Là, c'est une question de victoire collective maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de fronts contre lui. Et c'était même pas, il n'avait rien, il n'avait aucune rancœur contre Gane, il n'avait aucune rancœur contre Lopez. Il voulait plus être en position de force par rapport à Dana White et par rapport à l'UFC. Donc les enjeux n'étaient pas les mêmes par rapport à ce combat comparativement à celui de Stipe Miocic. Et donc, ces phrases est très forte, vous voyez, dans un moment aussi crucial. A contrario, et c'est là où je rejoins l'élément de Ngannou quand il disait que Lopez se voit. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'ascendant qu'un parent a sur soi, a sur vous. Je disais simplement que ce n'est pas mauvais d'avoir un ascendant sur une personne, tant aussi longtemps qu'on respecte son individualité pour lui permettre d'être elle-même et de s'épanouir. Et je pense que là, écoutez la phrase, et ça c'est mon interprétation de ce que j'en pense, mais écoutez ce qui a été dit. Donc il dit à Cyril Gane, il lui dit, donc ça c'est Lopez, il lui dit « Je vais être clair avec toi Cyril, on perd le combat. On ne peut pas perdre le combat pour un problème de cardio et de fatigue. » À mon avis, l'insistance sur le fait de « on ne peut pas perdre » était déjà constitutive d'une défaite pour Cyril. Pourquoi? Parce que je pense, à mon sens, que c'est là où Fernand Lopez aurait dû se détacher et laisser Cyril être lui-même. Pourquoi? Parce que le « on ne peut pas perdre », c'était dans le sens où on ne peut surtout pas perdre face à Ngannou. Donc là, c'est lui qui se voit en Cyril, plutôt que de laisser Cyril lui-même et de lui dire d'autres phrases. Encore une fois, c'est comme ça que j'interprète l'affaire. On ne t'ai pas dit que j'ai dit que c'est comme ça que je l'interprète par rapport à ce qu'il a dit, quoi, tout simplement. Donc, je pense qu'il aurait pu lui dire d'autres phrases, parce que n'oubliez pas, la parole est sacrée et le verbe créateur. Et tout ce qu'on dit a un impact dans le psychisme et dans nos cellules. Donc je pense que, et surtout parce que Cyril Gane, vis-à-vis de Lopez, a beaucoup d'estime et d'admiration pour lui. Ngannou, c'était le cas. Je ne dis pas qu'il n'a pas aimé ou qu'il n'a pas apprécié Fernand Lopez, ce serait faux de dire ça.
Par contre, la dynamique qu'il avait avec lui n'était pas la même. La dynamique entre Cyril Gane et Fernando Lopez est beaucoup plus fusionnelle parce que il sait comment interagir avec les liens sociaux. N'oubliez pas qu'il est dans le social. Gane, il aime être entouré, il aime les gens, il va vers les gens, il est ouvert. Or, Ngannou est un peu plus fermé, solitaire. Donc, tisser des liens sociaux, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est un peu plus difficile pour Fernando Lopez de transmettre. Lui, n'oubliez pas, c'est la symbolique du père. Il veut transmettre. Donc, pour transmettre, il faut que le réceptacle puisse être vide. En griffe vide, c'est pas le bon terme, mais puisse recevoir, on va dire. Et c'est le cas de Gane. Alors, je suis pas en train de dire non plus que Gane n'a pas sa propre façon de penser, hein, parce que même le coach Fernando Lopez reconnaît qu'il apprend de Gane. Gane, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui sait penser par lui-même. Par contre, il n'a aucun problème à recevoir quand c'est nécessaire, au fait. C'est ce que je veux faire la nuance. Ne partez pas dire que je dis des choses ici pour me créer des problèmes. Voilà, donc c'est ça à peu près. Et puis avant de clôturer cette vidéo, parce que je vais d'abord expliquer le miroir de l'UFC, parce qu'on arrive vers les 3 derniers éléments de cette vidéo, le miroir de l'UFC. Moi, à mon sens, vu que l'UFC a été créé par et pour des blancs, pour moi ce miroir, ça renvoie à un miroir qui nourrit un imaginaire sanguinaire. Donc, comme un peu le trône de fer. Donc, on s'extasie devant des combats sanglants. Et puis, il y a une passion de voir l'autre fracturé dans sa personne, dans ce qu'elle représente. On aime ça, on aime voir que l'autre a été fracassé. Et je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Pourquoi? Parce que je me suis renseigné sur les arts martiaux que nos ancêtres avaient avant les venues des différents colons et esclavagistes. Et j'ai trouvé ça fort admirable que ce genre de violence consentie, donc d'arts martiaux, de combats qui se faisaient entre 2 personnes, se faisait d'abord dans un rite initiatique. Il y avait un contexte initiatique, c'était un rite de passage de l'enfant à l'âge adulte. Il y avait une portée symbolique, il y avait une portée ludique par des chants, des danses, cérémonies. Il y avait une portée aussi sociale parce qu'on voulait la reconnaissance et le respect de la communauté. Et c'était extrêmement codifié parce que ce qu'on voulait, ce n'était pas la logique de vainqueur-perdant comme à l'UFC, parce qu'il faut que ce soit spectaculaire, il y a le capitalisme, il y a l'argent, il y a les paris, il y a la force, il faut montrer que tu es viril, que tu es un mâle alpha. Or, dans ce type de combat chez nous, ce qu'on recherchait avant tout, et ce n'était pas nécessairement une question de victoire ou de perdant, c'est de savoir si tu étais capable d'avoir de la force, de l'habileté, de l'endurance, de la maîtrise de soi par rapport à ton adversaire et le respecter dans la valeur intrinsèque de ce que cette personne représente tout simplement. Et puis je peux vous citer quelques exemples d'arts kamites qui existent, d'arts martiaux kamites qui existent, et puis dans la référence vous verrez il y a toute la liste. Je donne seulement quelques exemples. On a le Libanda, qui est l'ancêtre de la capoeira. On a la lutte Surma, qui nous vient de l'Éthiopie. On a aussi la fameuse lutte sénégalaise, qui est très concentrée dans la région de Casamance et de Gambie. Et on a aussi le Musangwe, qui est en Afrique australe. Donc, ce sont quelques éléments d'arts martiaux kamites qui existent. Je vous invite fortement à vous renseigner là-dessus. Donc on arrive presque au terme de cette vidéo et puis j'aimerais avant toute chose maintenant vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo là avant de dévoiler le dernier point. C'est que j'ai fait cette vidéo parce que la symbolique du père renvoie moi en mon miroir de ma relation avec mon père qui est quasi inexistante parce que moi mon père il a été absent et j'ai dû être mon propre père et donc parce que je sais que je suis quelqu'un de spécial et que je suis quelqu'un qui a une façon de penser qui est assez spéciale, donc je me suis configuré autrement en solo. C'est pour ça que cette symbolique du père dans les 3 miroir de Ngannou, de Gane et de Fernando Lopez, je me reconnais dans ces 3. Je me reconnais dans Ngannou dans sa volonté de se construire en solo en étant précurseur bâtisseur. Je me reconnais dans Fernando Lopez dans sa volonté dans le miroir de vouloir transmettre un héritage, de pérenniser, donc d'être celui qui est la tête pensante, qui façonne des choses. Et je me vois aussi dans Gane, dans l'enfant qui veut briller et qui veut faire briller également sa communauté. Donc c'est pour ça que ça a fait écho appel à moi. Je l'ai ressenti très fortement, c'est comme ça que je l'ai analysé. Je vais vous laisser avec la dernière analyse de ce que moi je pense, parce que n'oubliez pas que les noms qu'on se donne, même en surnom, ont un sens. Ngannou s'est donné, on lui a attribué le nom du prédateur. C'était bien pour la construction de ce qu'il était. Mais ça ne témoigne pas de ce qu'il est profondément.
Cyril Gann, c'est donné le nom du bon gamin. Ça ne veut pas dire nécessairement que tout est rattaché à sa personne. Pourquoi je pense ça? Parce que je pense que Ngan et Ganou, c'est ça, ouais. Ouais, Nganou et Gan plutôt, sont les deux facettes, d'une même médaille, à polarité inversée. C'est-à-dire que dans le bon gamin, qui est Gan, sommeille un prédateur, et dans Ganou, qui est le prédateur, donc dans le prédateur qu'il est, sommeille un bon gamin. Donc ce sont deux facettes d'une même médaille à polarité inversée. C'est encore dans la dimension symbolique, la dimension cosmique. J'espère que vous avez grandement été édifié par cette vidéo. Je vous encourage fortement à me laisser votre appréciation. D'ici là, je vous souhaite beaucoup d'amour, d'allégresse et de lumière. Haché.